On a voulu démarrer ces rencontres avec une présentation et une conférence de Bernard Chevassiot-Louis intitulée « Humanité et biodiversité » pour rappeler une chose qui est essentielle pour l'Association française d'astronomie et pour Ciel et Espace, c'est l'idée que le ciel n'est pas extérieur à la Terre et qu'à chaque fois qu'on regarde le ciel, on regarde aussi dans un miroir notre position sur cette planète. Et depuis quelques années, je l'avais rappelé vendredi, mais depuis quelques années, nous essayons toujours de lier le ciel et la Terre en rappelant que lorsque on observe des exoplanètes à grande distance, on se pose des questions sur notre propre situation, sur notre propre planète. Et de la même chose, lorsqu'on parle de la Lune, c'est évidemment aussi de ce point de vue qu'on regarde la Terre depuis une cinquantaine d'années avec le choc que cela a créé de voir cette planète petite, fragile, qui ressemble à un vaisseau spatial avec une atmosphère, un équipage, des ressources limitées. Et l'astronomie, l'exploration à grande distance de l'univers nous permet de resituer notre position dans la galaxie et de s'interroger sur notre devenir. Et nous allons devoir affronter, et nous affrontons déjà deux crises majeures, la crise de la biodiversité et la crise du climat. Et c'est pour ça que nous souhaitions terminer par une présentation et une conférence de notre ami Jean Jouzel sur la question du climat, ce qui est intitulé « Comment stabiliser le réchauffement climatique ». Jean est un ami scientifique de longue date, et il a été vice-président du GIEC, que vous connaissez bien, donc depuis, malheureusement, si je puis dire, depuis quelques années. En 2007, il a, avec le GIEC, reçu le prix Nobel de la paix. Avec Claude Lorius, en tant que scientifique, il a reçu la médaille d'or du CNRS et a travaillé sur les glaces antarctiques. Bref, Jean, je te laisse la parole, je te laisse conclure aussi ces 3 jours de rencontre du ciel et de l'espace, en sachant que ce rendez-vous auquel tu es fidèle est extrêmement important pour nous aussi, parce que ce lien entre justement la Terre et le ciel n'a de sens que si on le rappelle de façon régulière et constante. Merci à vous. Bonsoir à tous et à toutes. Merci Alain, merci disons, aux organisateurs de ces 3 journées. Donc c'est effectivement extrêmement important que de rappeler, je pense que c'est ce qui est fait ici, bien sûr, l'importance de la science, de la recherche, de ce regard de chercheur porté sur ce qui nous entoure, entre le ciel, la terre, et vraiment, voilà. Et bon, donc, merci donc à l'Association française d'astronomie, à Ciel et Espace, je pense peut-être à d'autres organisateurs, aussi à toutes les équipes techniques. Et bon, c'est vrai que tu as rappelé que disons, ces 3 jours ont été commencés. Enfin, la première conférence était de Bernard Chevassiot-Louis sur la biodiversité. En fait, il y a, je dirais, un lien entre ce dont je vais parler, c'est le réchauffement climatique, et la biodiversité. Disons, le réchauffement climatique est déjà la 3e cause de perte de biodiversité. Et je le redirai rapidement, elle risque de devenir une cause première si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, tout simplement parce que pour beaucoup d'espèces, faune ou flore, elles auraient une capacité de déplacement en cas de réchauffement climatique non maîtrisé. Elles auraient une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc le lien est là. Et le lien inverse est vrai aussi, c'est-à-dire alors je ne sais pas, pour répondre à cette question, comment stabiliser le réchauffement climatique, je dirais que on le sait comment, mais disons malheureusement on n'en prend pas le chemin, pas si facilement que ça en tout cas. Mais voilà, donc cette réponse, eh bien, on pense aussi à des solutions basées sur la nature. On retrouve aussi cette biodiversité dans les solutions, en particulier toutes ces questions posées par exemple, la reforestation, qui n'a de sens que si la biodiversité est préservée. Voilà, donc de quoi je vais vous
parler donc, de choses que beaucoup d'entre vous ici connaissez bien. D'abord, la réalité de ce réchauffement climatique lié aux activités humaines. Alors, bon, peut-être pour préciser un peu, disons, ce qu'a dit Alain, effectivement, mon domaine d'expertise, ce sont plus, disons, la reconstruction de l'évolution passée de notre climat. Donc, je me suis surtout intéressé avec Claude Lorius, beaucoup d'autres, hein, de Grenoble, de Saclay. Donc, moi, j'ai fait toute ma carrière au CEA à Saclay. J'y suis rentré et j'y commence ma 54e année. Hein, donc, voilà, j'y suis rentré en 68 pour faire une thèse sur la formation de la glace et j'y suis toujours directeur de recherche émérite. Et je me suis toujours intéressé, en fait, à la glace. Hein, donc, d'abord les grêlons et ensuite les neiges et les glaces de l'Antarctique et du Groenland. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est dans ces recherches touchant disons, au passé de notre climat, je dirais mon domaine d'expertise, c'est vraiment en quoi, finalement, regarder vers le passé est indispensable pour bien appréhender, en tout cas nécessaire, et je crois indispensable, pour bien appréhender l'évolution future de notre climat en réponse aux activités humaines. Hein, disons, voilà, on a effectivement, j'ai fait partie de cette équipe qui, en 87, avec Claude Lorius, on a été les premiers à montrer, donc collectivement, j'aurais dit avec nos collègues soviétiques sur le forage de Vostok, ce lien entre gaz à effet de serre et climat, hein, donc moins d'effet de serre pendant les périodes glaciaires, plus pendant les périodes chaudes, et à montrer finalement ce rôle de la composition de l'atmosphère dans les grandes variations du passé. Étant entendu quand même que c'est avant tout l'astronomie qui commande, disons, qui est le métronome. C'est vraiment la position de la Terre sur son orbite, c'est l'astronomie qui est le métronome de ces grands changements climatiques, mais il est clair que la composition de l'atmosphère, dans le cas présent, peut amplifier le réchauffement climatique. Voilà, donc c'est ce qui m'a amené à m'intégrer dans le GIEC. Alors d'abord donc à partir début des années 90, puis donc j'ai été d'abord auteur principal des deuxième et troisième rapports, et puis j'étais donc vice-président du groupe scientifique, hein, donc de 2002 à 2015, et depuis, c'est ma collègue Valérie Masson-Delmotte qui s'est impliquée dans ce groupe scientifique. Elle est ma coprésidente et elle a été vraiment la cheville ouvrière avec son collègue, enfin bien sûr aussi avec d'autres collègues, mais je crois qu'elle en était la cheville ouvrière de deux rapports très importants. Celui sur un climat 1.5, donc le rapport spécial du GIEC publié en 2018, et celui sur lequel je vais pas mal m'appuyer dans le début de cette conférence, donc sur, disons, adopté le 9 août dernier. Voilà. Alors, disons, la réalité du réchauffement climatique, il suffit d'abord, je crois qu'on la vit, hein, d'une certaine façon, on la vit là où, voilà, à travers les températures, disons, ça, ce sont les températures planétaires, avec, disons, en fait, les 6 dernières années ont été les plus chaudes que nous avons connues depuis 150 ans. Mais on sait d'ores et déjà que 2021 fera partie des années chaudes, peut-être la 4e, 5e. Donc on pourra dire à la fin de l'année que les 7 dernières années auront été les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. Voilà. Donc les 20 années les plus chaudes, il suffit de remonter à 98. Donc ce réchauffement, il est là, c'est là où on vit. Et ce n'est pas une surprise. C'est ça qui est important. Ce n'est pas une surprise parce que ce que nous avons fait collectivement à travers nos activités, c'est donc d'augmenter la quantité, de modifier la composition de l'atmosphère. Et là, je vais surtout parler d'une propriété qui est celle d'effet de serre. Donc, disons pour faire simple, disons l'effet de serre, c'est cette propriété pour certains composés de piéger une partie du rayonnement solaire une fois qu'elle a été réfléchie à la surface de la planète. Donc, en fait, tous les composés gazeux qui sont dans l'atmosphère, qui ont plus de deux atomes, hein, donc sont en pratique à effet de serre. En fait, les seuls
composés gazeux qui ne sont pas à effet de serre, ce sont les gaz rares, l'oxygène et l'azote. Ça représente déjà beaucoup de la composition atmosphérique, mais voilà. Et en fait, le premier gaz à effet de serre, par exemple l'ozone, qui a 3 atomes d'oxygène, est un gaz à effet de serre, comme la vapeur d'eau. Alors la vapeur d'eau, c'est le premier gaz à effet de serre, hein, c'est lui, mais nous n'en changeons pas directement par nos activités les quantités dans l'atmosphère. Hein. Ce ne sont pas les traînées d'avions ou, disons, celles liées à une centrale électrique ou thermique, ou enfin nucléaire ou thermique, ce n'est pas le problème. Ça ne joue pas du tout. Hein. Ou l'irrigation, ça ne joue pas sur les quantités de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Mais nous les modifions indirectement, puisque le réchauffement climatique, eh bien, il est un peu moins important sur l'océan que sur les continents. Il est plus important, j'y reviendrai. Mais l'océan se réchauffe et, bien sûr, comme ça fait plus d'évaporation, et comme cette vapeur d'eau ne reste pas dans l'atmosphère, enfin qu'une dizaine de jours, hein, eh bien, disons, le réchauffement de l'océan se traduit par une augmentation de la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, ce qui amplifie le réchauffement climatique. Voilà. Donc, alors, ce sur quoi nous jouons, en revanche, par nos activités, eh bien, là, j'ai montré les 3 premiers contributeurs à l'effet de serre liés aux activités humaines, le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote. Alors, l'origine en est bien, documentée par secteur d'activité. Alors, il y a d'autres gaz à effet de serre, hein, donc bien sûr, ça peut être les fréons, par exemple, ou l'hexafluorure de soufre, où on a aussi, les HCFC, disons les substituts aux fréons, sont aussi des gaz à effet de serre. Là, ce sont les 3 principaux gaz qui contribuent à l'augmentation de l'effet de serre lié aux activités humaines. Donc, voilà, donc nous avons depuis 150 ans pratiquement augmenté de près de 50% maintenant les quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère, plus que doublé celle de méthane, augmenté de 20%, grosso modo, celle de protoxyde d'azote. Alors, en termes d'émissions, c'est clair que si on veut que l'effet de serre n'augmente pas, il ne faut pas émettre plus de gaz à effet de serre que la végétation et l'océan ne sont capables d'en absorber. Et dans les années 70, hein, la première publication vraiment très sérieuse sur l'effet de serre, donc évidemment on peut saluer quand même les travaux pionniers de Suki Manabe, hein, donc c'est les premières modélisations d'un climat avec un CO2, disons, où on double les quantités de CO2 sont celles de Suki Manabe dans les années 60. Et donc il a eu le prix Nobel de physique cette année avec Klaus Hasselmann, dont c'est un autre climatologue et aussi un autre spécialiste de la complexité. Mais c'est intéressant. Donc, en fait, des années 60 et le premier rapport sérieux qui fait déjà la synthèse des simulations, disons, disponibles à cette époque, c'est le rapport Charnay, en 1979, qui nous dit que si on double les quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère, ce qui était envisagé à l'époque pour le milieu du XXIe siècle, eh bien, on irait vers des réchauffements compris entre 1,5 degré et 4,5 degrés. Donc c'était déjà une certitude que si on augmente l'effet de serre de façon importante, si on double la quantité de CO2 dans l'atmosphère, on était vraiment certain que le climat allait se réchauffer, même si on n'en avait pas encore la certitude que le réchauffement qui pointait tout juste le nez était, lui, déjà lié aux activités humaines. Ce sont 2 questions différentes. Alors, quelques chiffres, effectivement, en 1970, là, quand j'ai commencé, 27 milliards de tonnes d'équivalent CO2, alors qu'on sait depuis ce temps-là ou presque qu'il faudrait diminuer les quantités, les émissions, elles ont doublé, hein, un peu plus que doublé. Donc les chiffres pour, disons, en 2019, 57 milliards d'équivalent CO2, alors 37 milliards de tonnes de CO2 directement liés aux combustibles fossiles, en premier lieu au charbon. Ensuite, on ajoute 5 à 6 milliards de tonnes pour la déforestation, 1 à 2 milliards de tonnes pour la fabrication du ciment. On est toujours dans le CO2, hein, le gaz carbonique, dioxyde de carbone. Et puis, il faut compter grosso modo pour les autres gaz à effet de serre. Alors, comme elles ont des propriétés optiques différentes, des temps de résidence dans l'atmosphère différents, on parle d'équivalent CO2. Et en gros, il faut ajouter 12 milliards de tonnes, hein, grosso modo, et on arrive à 57 milliards de tonnes, ou 55, enfin,
disons, c'est pas plus précis que quelques milliards, plus ou moins quelques milliards de tonnes, de l'ordre de 55 milliards de tonnes en 2019. C'est un peu diminué en 2020, hein, suite à la crise économique, et c'est reparti pratiquement en 2021. On sera pas loin de 2019. Alors, quel est le résultat de cette, disons, de cette modification de la composition de l'atmosphère? Eh bien, de façon très claire, hein, l'effet de serre, c'est quelque chose de bénéfique. Hein. S'il n'y avait pas d'effet de serre naturel, on ne serait pas là, tout simplement. La température serait de moins 20 degrés. Donc, c'est son augmentation qui est inquiétante. Son augmentation, elle a été de 3 watts par mètre carré, en gros. Et puis, alors, nos activités ont contrecarré, enfin, disons, à travers la pollution, au sens trivial du terme, disons, ça contrecarre une partie du réchauffement lié à l'augmentation de l'effet de serre. Et en tenant compte de ces deux composantes de nos activités, effet de serre et pollution, hein, disons, la pollution, c'est à travers l'atmosphère est moins, disons, facilement traversée par les rayonnements solaires, mais il y a aussi le fait que beaucoup d'éléments de pollution jouent, par exemple, comme noyau de condensation dans les nuages, et donc ça joue aussi sur la microphysique des nuages, et c'est cela aussi, cet effet indirect, qui contribue à, disons, grosso modo, à contrecarrer à peu près 20% de l'augmentation de l'effet de serre. On a augmenté pratiquement le chauffage de à peu près 1%. Il y a 200 ans, eh bien, on avait en moyenne annuelle 240 watts par mètre carré pour assurer l'équilibre thermodynamique des différentes composantes, hein, donc l'océan, l'atmosphère, les glaces polaires, la surface continentale. On a 1% de plus d'énergie. Et c'est ce 1% de plus d'énergie qui, effectivement, se manifeste et est à l'origine du réchauffement. Alors, ce qui est important, c'est que de cette énergie supplémentaire, il n'y a que 1% utilisé dans l'atmosphère. Hein, donc, en fait, 95%, 93%, plus de 90% vont dans l'océan. Et donc 3% utilisés par la surface continentale, vous voyez les chiffres là-haut, 3% utilisés par les glaces. Donc, si on veut vraiment regarder la réalité du réchauffement climatique, c'est dans l'océan qu'il faut aller voir. Et là, le diagnostic est très clair. Donc, on a cette élévation du niveau de la mer. Elle a doublé entre le XXe siècle, entre 1 et 2 mm par an, et elle est entre 3 et 4 mm sur les 15 dernières années, et plutôt de l'ordre de 4 mm actuellement. Donc, en fait, à peu près un tiers de cette élévation du niveau de la mer est liée au réchauffement de l'océan. L'océan se réchauffe, il se dilate, et puis le reste à la fonte des glaces. Alors, les glaciers continentaux, donc l'Himalaya, enfin évidemment les Alpes un petit peu, mais ça joue pour rien, mais l'Himalaya, les Andes, l'Alaska, et puis depuis une trentaine d'années, et donc on revient au réchauffement polaire, depuis une trentaine d'années, eh bien le Groenland, les calottes glaciaires, celles du Groenland au nord, celles de l'Antarctique au sud, contribuent à l'élévation du niveau de la mer. Donc en gros, à travers cette élévation du niveau de la mer, qui a doublé, et ça c'était, je dirais, prévu, eh bien, on a vraiment un double témoignage de la réalité du réchauffement climatique, le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces. Et cet ensemble d'éléments nous a permis, alors autant dans les années 80, on ne savait pas dire si le réchauffement qui commençait à pointer du nez était lié déjà aux activités humaines, autant nous sommes très affirmatifs, notre communauté. Hein, je reprends la phrase exacte du dernier rapport du GIEC. Le réchauffement est sans équivoque. En gros, il est certain que l'ensemble et ce n'est pas que le réchauffement climatique, l'ensemble du réchauffement climatique que nous connaissons depuis le début du XXe siècle, en tout cas depuis les années 50, est lié aux activités humaines. Depuis le début du XXe siècle, il y a à peu près 1 degré, un peu plus. Et voilà, on l'explique complètement, vous voyez, par les activités humaines. Alors, ça c'est important. Donc, ce qui a progressé par rapport, dans le précédent rapport, disons par rapport... Alors l'attribution, ça a toujours été une des questions récurrentes posées au GIEC. Hein. Dans le premier rapport, on disait on ne sait pas. Dans le deuxième rapport, peut-être. Ensuite, probablement, très probablement. Dans le cinquième rapport, eh bien, c'était, il y a, disons, à plus de 95 chances sur 100, l'essentiel du réchauffement climatique est lié aux activités humaines.
Vous voyez qu'on est passé vraiment dans la certitude. Je crois qu'on peut avoir des certitudes. Voilà, et quand on a des arguments pour les mettre en avant. Alors, ce qui est intéressant, il y a deux choses intéressantes. Enfin, au niveau de l'attribution, ce qui est intéressant, c'est que jusque-là, on s'intéressait avant tout à la température moyenne pour faire cette attribution. Et dans le dernier rapport, eh bien, disons, cette attribution est liée, par exemple, l'accélération de l'élévation du niveau de la mer est, disons, utilisée comme disons, on l'attribue aux activités humaines, de façon claire. De même, cette perception, qui n'est plus qu'une perception, qui est une réalité de l'intensification de certains événements extrêmes, est aussi maintenant attribuée aux activités humaines. C'est ce qu'on ne faisait pas avant. Disons, quand on nous posait la question, est-ce que les extrêmes climatiques, vous pouvez les attribuer aux activités humaines, on était généralement très prudent. On disait, en gros, c'est ce à quoi on s'attend, mais on ne peut pas vraiment attribuer. Maintenant, par exemple, vous voyez, là, ce sont les vagues de chaleur. Alors, les zones qui sont en rose, là, donc, ce sont les zones où les vagues de chaleur deviennent plus intenses ou plus fréquentes. C'est-à-dire, c'est pratiquement sur toute la planète. Il y a très peu d'endroits. Voilà, donc, j'ai souligné, c'est le cas autour de la Méditerranée, en Europe de l'Ouest, c'est le cas chez nous. Et quand il y a 3 étoiles, eh bien, c'est qu'on peut attribuer de façon quasi certaine, à plus de 82, très probable, cette intensification des vagues de chaleur, dans ce cas-là, aux activités humaines. Donc l'attribution a vraiment évolué alors, en qualité, mais aussi le spectre de ce qu'on attribue aux activités humaines s'est considérablement élargi par rapport au précédent rapport du GIEC. Alors un point qui est important à cette étape, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui en termes de climat est grosso modo ce qui était envisagé au cours des différents rapports du GIEC. Alors c'est vrai pour cette intensification des événements extrêmes, c'était envisagé depuis le 3e rapport du GIEC, que ce soit pour les pluies torrentielles, pour les vagues de chaleur. C'est vrai pour l'accélération du niveau de la mer qui était prévue. C'est vrai pour le rythme de réchauffement climatique. On est vraiment par rapport aux émissions qu'on a connues au cours des 30 dernières années, on est vraiment sur, disons, les trajectoires voilà, qui étaient prévues. C'est vrai aussi pour, par exemple, l'intensification du réchauffement dans les régions polaires par rapport aux autres régions continentales. Donc, je crois que ce que doit nous... En gros, ça doit quand même nous engager à prendre au sérieux le fait que notre communauté climatique, alors, disons, dans son ensemble, ait correctement prévu l'évolution du climat au cours depuis le début des rapports du GIEC. Le premier rapport du GIEC, c'est 90. Eh bien, ça doit nous encourager à prendre au sérieux ce que cette même communauté envisage à échéance des 30 prochaines années et au-delà. C'est ce dont je vous ai parlé maintenant. Donc, ce qui est envisagé, donc, voilà, ça vient toujours du 5e rapport du GIEC. Donc, évidemment, pour faire ces simulations, il faut faire des hypothèses sur les émissions des gaz à effet de serre. On a bien compris que plus on met de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus on a des risque d'augmentation importante du réchauffement, mais donc pour les quantifier, il faut évidemment des modèles de situation générale qui à la fois combinent l'atmosphère, l'océan, maintenant les glaces, les surfaces continentales. Et voilà, donc on a dans cet dernier rapport 5 scénarios, 2 scénarios émetteurs, 2 scénarios sobres et un scénario intermédiaire. Donc je vais vous parler maintenant d'abord... Je vais plus parler des scénarios émetteurs. Alors, d'abord, un premier point, c'est la continuité des rapports du GIEC. C'est très important. En gros, donc si on regarde... c'est pas grave. Vous voyez, si on regarde le scénario émetteur, qui est le scénario 8.5. Alors, 8.5, ça veut dire c'est la quantité... là, jusqu'ici, on a pris 3 watts par mètre carré supplémentaire. Et 8.5, ce serait dans le cas, on atteindrait 8 watts par mètre carré supplémentaire à la fin, 8.5 à la fin du siècle. Donc c'est le scénario le plus émetteur ici, qui va vers des températures, enfin, disons, sur les 20 dernières années, de un peu plus de 4 degrés. Ça, c'était le même chiffre pour ce même scénario dans le précédent rapport du GIEC. Il y a vraiment continuité. C'est vrai aussi un peu différent. Le scénario intermédiaire, le scénario, ça, c'est un scénario pratiquement qu'on va appeler scénario 2 degrés. Donc, voilà. Donc, il y a une continuité. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert.
de faire de ces nouvelles simulations, eh bien, c'est que d'abord, dans ce 6e rapport du GIEC, eh bien, les caractéristiques régionales sont beaucoup plus détaillées. Les scénarios sont beaucoup plus détaillés en termes de caractéristiques régionales. Et ça se traduit d'ailleurs par la mise à disposition, tous ceux qui veulent prendre un peu de temps pour aller voir ce qui va se passer en fonction d'un scénario donné dans un endroit donné, eh bien, c'est à disposition. Il y a un atlas qui est accessible pour les différentes régions du globe et qui permet de voir, en fonction des différents scénarios, l'évolution des principales, disons, paramètres climatiques, précipitations, variations saisonnières et tout ça. Donc c'est intéressant, c'est quand même un pas en avant très important. Donc là, voilà un peu ce que nous dit un monde à 4 degrés. Ça vient toujours, ça c'est un monde à 4 degrés, un réchauffement de 4 degrés. Donc vous voyez ce qu'on aurait dans la deuxième partie de ce siècle. Pendant un petit moment, je vais rester sur cette hypothèse d'un scénario émetteur. Et après, je parlerai effectivement de la stabilisation. Voilà, donc le réchauffement est pratiquement 50% moins important sur l'océan que sur le continent. Donc même un peu plus. Donc on voit ici cette caractéristique d'une intensification de valeurs qui peuvent atteindre près de 10 degrés dans les hautes latitudes, dans l'Arctique. C'est largement lié à la diminution des glaces de l'enneigement et aussi des glaces de mer, des surfaces enneigées en glacées. Comme elles diminuent, donc ça réfléchit moins dans le rayonnement solaire. Ce sont des surfaces réfléchissantes qu'on remplace par des surfaces absorbantes. Et bon, alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est quand même un des facteurs qui contribuent à cette intensification dans les régions de l'Arctique, qui sont moins claires dans les régions de l'Antarctique. Donc, alors là, il s'agit bien du premier volet du rapport du GIEC. Le GIEC, donc, on en est au 6e rapport, les rapports 90, 95, 2001, 2007. 2013, 2014 et maintenant 2021 et 2022. Donc le deuxième volet s'adresse aux conséquences du réchauffement climatique et aussi à l'adaptation. Et le troisième volet, donc il sera publié en février. Le troisième volet aux solutions, donc ça sera publié en mars. Et il y a un rapport de synthèse qui le sera en septembre. Le 6e rapport du GIEC donc ne sera finalisé qu'au mois de septembre prochain. Alors, donc maintenant, je vais vous parler des conséquences. Alors, comme le 6e rapport, le volet conséquences du 6e rapport du GIEC n'étant pas publié, donc je vais m'appuyer sur les conséquences telles qu'elles étaient envisagées dans le 5e rapport du GIEC. Bon, ça a un sens puisque je vous ai montré que pour un scénario émetteur, pratiquement, ce sont les mêmes températures. Vous avez vu. Et voilà, je vais rester sur ce scénario émetteur. Je vous redis que c'est à peu près le même. Et en fait, on a 5 catégories de conséquences avec un niveau de risque, vous voyez, d'indétectable, moyen, élevé, très élevé. Bon, il n'y a pas de surprise. Quand on va vers 4 ou 5 degrés, disons un scénario émetteur, quel que soit le type de conséquences vers lesquelles vous vous tournez, eh bien, ces conséquences sont importantes. Donc sont très élevés. Alors de quoi s'agit-il? Par exemple, l'acidification de l'océan. Donc c'est en gros, alors on met 45 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Enfin, on a mis en 2019. On est parti pour faire à peu près pareil en 2021. Et il y a, disons en gros, il n'en reste que 45%, des combustibles. Enfin bon, il y a à peu près, alors ça dépend des années, 10 milliards de tonnes de CO2 qui sont absorbées par l'océan et à peu près la même quantité, bon, grosso modo, par la végétation. Alors c'est bien parce que ça permet de, disons, la conséquence, c'est qu'effectivement, l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère est moins importante que si nous n'avions pas ces puits. Mais c'est aux dépens de l'océan. C'est un acide faible, le dioxyde de carbone. L'acidité de l'océan a déjà augmenté de 30% et elle aurait doublé en cas de scénario émetteur à la fin du siècle. Donc avec des variations régionales, mais grosso modo. Alors ça veut dire quoi? Bon, les jeunes d'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas beaucoup de jeunes là pourront toujours aller se baigner. Ce n'est pas un problème, c'est vraiment un acide faible, mais tout ce qui se forme de calcite, d'aragonite sous ses différentes formes, bon, d'abord les récifs coralliens en premier lieu, mais disons toute
tous les squelettes disons, de poissons ou de coquillages, les coquillages, bon, vont être affectés. En gros, ça se forme, si l'acidité augmente, eh bien, tout ce qui se forme de calcite se forme moins facilement. Hein, donc, voilà. Et ça, c'est quand même des conséquences sur, disons, sur la biodiversité marine, sur les ressources halieutiques très importantes. Hein. Donc, en fait, pour les récifs coralliens, la température est aussi un phénomène qui, disons, le réchauffement ne leur plaît pas trop. Ils sont habitués à une zone de, disons, de confort relativement restreinte dans les zones tropicales, et il y a des risques de blanchiment complet des récifs coralliens dès au-delà de 2 degrés. Donc évidemment, l'acidification de l'océan ajoute. Alors, je reviendrai un peu sur les extrêmes climatiques. Donc voilà, avec il y a des résultats dans ce rapport, les sécheresses, les inondations, les canicules, les cyclones. Donc vous avez bien compris déjà que ces extrêmes climatiques s'intensifient et cela va se poursuivre. Des phénomènes irréversibles, je vous parlerai quelques mots du niveau de la mer. Alors j'ai déjà évoqué le problème de biodiversité. Voilà, donc c'est important, hein, le lien entre climat et biodiversité est bien là, hein, dans les deux sens. Les écosystèmes, bien sûr. La pollution, par exemple, il est plus difficile de faire face à la pollution en cas de vague de chaleur. Les problèmes de santé et d'environnement qui en résultent, les populations qui sont affectées, on va parler de réfugiés climatiques, de ressources en eau, d'insécurité alimentaire, de sécurité au sens sécuritaire du terme. Par exemple, un des derniers textes que j'ai écrit, c'est la préface d'un livre, en particulier de François Gémen, sur défense et changement climatique. Hein. Tout le monde, y compris nos armées, s'en préoccupe. Voilà. Mais, disons, le point important peut-être, c'est par rapport aux populations, en tout cas, c'est que si on peut évidemment décliner ces conséquences une par une, mais si on le prend dans leur ensemble, c'est vraiment le risque d'accroissement des inégalités. Donc, bien sûr, on le perçoit bien je pense qu'on en est conscient, entre pays pauvres et pays riches, mais ça vaut aussi pour les pays riches, hein, les pays développés. Bon, je donne l'exemple, voilà, donc une vague de chaleur en région parisienne, il y a ceux comme Alain qui peuvent aller en presqu'île de Crozon, donc voilà, quand il fait chaud l'été, et puis il y a ceux qui n'ont pas d'autre choix que de rester dans leur, disons, appartements ou maisons souvent pas très bien isolés de la région parisienne. Alors on voit bien qu'il y a vraiment une ségrégation par rapport à, où on peut aussi parler de ces maisons qui sont irrégulièrement inondées dans les vallées de l'Aude, de l'Hérault et du Gard. Eh bien, elles n'ont pas beaucoup de valeur. Il y a ceux qui sont obligés d'y rester parce qu'ils ne peuvent simplement pas aller autre part, et ceux qui ont suffisamment d'argent pour aller autre part. Hein, donc, on voit bien qu'il y a ce problème des inégalités est bien là. Ça peut être aussi dans les mesures prises pour lutter contre le réchauffement climatique. Par exemple, moi, je parle de ça parce que c'est un point que, j'ai été au Conseil économique, social et environnemental pendant une dizaine d'années, et j'ai travaillé sur cette notion de justice climatique, c'est-à-dire en quoi, effectivement, plutôt d'injustice climatique. Et donc, par exemple, on cite cet exemple de l'augmentation de la taxe carbone telle qu'elle était envisagée en 2018. Eh bien, bon, en valeur absolue, évidemment, si on augmente la taxe carbone, ce sont les revenus les plus élevés, puisque c'est une question de consommation, qui vont y contribuer le plus à l'augmentation. Mais en termes relatifs, les bas revenus, le dernier décile, auraient contribué, je dis bien en termes relatifs, 3 fois plus par rapport à leurs revenus que les hauts revenus. Et finalement, cette injustice, ça a été bien ressenti dans les territoires, même s'il n'y avait pas ces chiffres. En fait, voilà, donc on voit bien que ces injustices, elles sont bien là. Les risques d'injustice. Donc, voilà, je ne vais pas être trop long, montrer quelques exemples. Hein. Donc, sur les événements extrêmes, donc vous voyez, on va parler, par exemple, de vagues de chaleur, là. Eh bien, quelque chose qui se produisait une fois, disons, tous les 10 ans, avant que le réchauffement climatique ne se mette en place, en la deuxième partie du 19e siècle, eh bien, voilà, plus 4 degrés, c'est pratiquement tout le temps, hein, chaque été. Mais même maintenant, c'est déjà 3 fois plus important, 3 fois plus fréquent, hein, qu'il y a une centaine d'années. Voilà, 1,5 degré de plus, ça serait 4 fois plus fréquent. Vous voyez que donc ces événements extrêmes, ça c'est pour les vagues de chaleur.
Bon, un autre point qui est important, c'est on a vu les pluies torrentielles, par exemple. On en a vécu, on commence à voir ces pluies torrentielles. Hein, donc, ça a été le cas de la Belgique et de l'Allemagne cet été. Et là aussi, donc, le risque a déjà augmenté un petit peu. Mais voilà, on pourra aller à presque tripler, enfin pratiquement doubler à, disons, à 2 degrés, à plus 2 degrés, et puis bien sûr largement plus à plus 3, à plus 4 degrés. Donc on voit bien que ces événements extrêmes sont appelés à devenir plus intenses, plus fréquents. Après, il faut aller regarder dans les régions, c'est fait, mais je ne le ferai pas là bien sûr, mais c'est important de bien noter ça. Alors les précipitations, évidemment, c'est quelque chose d'important. Alors les événements extrêmes, on peut parler aussi des événements méditerranéens où il y a un risque d'intensification, même si c'est moins clair, mais c'est vrai, quand on regarde les précipitations, eh bien, elles vont globalement, les précipitations vont augmenter sur, disons, dans certaines régions, là où il y en a déjà assez, sinon trop. Hein, par exemple, c'est le nord de l'Europe. Si vous voyez l'hiver, les zones vertes, ce sont les zones où les précipitations vont augmenter. Vous voyez, c'est le cas de l'hiver dans le nord de l'Europe, sans beaucoup d'intérêt, hein, qu'accroître les risques d'inondation. À l'inverse, elles vont diminuer dans le sud de l'Europe, et par exemple sur tout le pourtour méditerranéen de façon importante, de l'ordre de moins 50%, jusqu'à moins 50%, donc dans des régions où finalement il n'y en a déjà pas trop. Hein, donc, et le problème, bon, ça joue sur les ressources en eau parce qu'il y a aussi plus d'évaporation. Hein, donc ça, c'est important de bien noter qu'il y a non seulement moins de précipitations dans ces régions, mais plus d'évaporation, des conséquences sur l'agriculture, sur les migrations, puisque donc on voit bien que si les régions, disons, sahélo-sahariennes ou subsahariennes souffrent de sécheresse à répétition, la sécurité alimentaire n'y sera plus assurée. On a déjà du mal, et voilà, donc c'est un facteur, disons, d'intensification des migrations, c'est très clair. Quand les gens ne peuvent plus se nourrir, ils quittent l'endroit où ils vivent. Et puis les feux de forêt, hein, dont on voit très bien qu'ils sont favorisés, leur extension, du moins une fois qu'ils ont démarré, leur extension est favorisée par la conjonction de vagues de chaleur et de sécheresse. Hein, donc voilà. Alors il y a ce point important, parce que j'insiste toujours là-dessus, je l'ai montré pour la France. Par exemple, dans le nord de la France, enfin la moitié nord, les précipitations auront plutôt tendance à augmenter, en tout cas augmenter l'hiver, peut-être un peu diminuer l'été, mais globalement en moyenne annuelle, elles ne diminueront pas. Et bien même dans ces régions, à cause de l'évaporation qui augmente, vous voyez, le débit des fleuves et des rivières, c'est-à-dire les eaux de surface, vont diminuer de 10, 30, 40%. C'est vrai pour le bassin Seine-Normandie. Donc, il ne faut pas s'imaginer, il faut bien voir que c'est vraiment le bilan précipitation-évaporation qui, finalement, nous laisse l'eau disponible. Le ruissellement est affecté. Voilà, donc évidemment, ça peut être beaucoup plus important dans le sud de la France ou autour de la Méditerranée. Mais c'est important disons, il faut se préparer à peut-être, y compris dans certaines régions, en tout cas à faire attention aux ressources en eau. On n'est pas, il y a des pays qui sont beaucoup plus mal lotis que la France, c'est pas ce que je veux dire, mais il y aura quand même des conséquences. L'élévation du niveau de la mer. Donc, je ne veux pas être trop long. Hein. Donc, l'élévation du niveau de la mer, eh bien là, c'est un peu compliqué, mais il y a 3 échelles de temps. En bleu, c'est jusqu'à la fin du siècle. Bon, toujours ce scénario 8.5, eh bien, on pourrait aller jusqu'à 1 mètre à la fin du siècle, et on parle de plus en plus de risques d'instabilité de la calotte, en particulier l'Antarctique de l'Ouest. Et alors, ce n'est pas une prédiction, mais le rapport dit que des valeurs plus élevées, dans le scénario 8.5, ne peuvent pas être exclues. Ce n'est pas une projection, c'est un vocabulaire un peu différent. Mais ce qui est important pour moi, c'est le long terme pour l'élévation du niveau de la mer. Voilà, donc en 2300, le scénario 8.5, eh bien, voilà, on pourrait être entre 3 et 7 mètres. 15 mètres ne pourront pas être exclus. Et puis, sur 2000 ans, eh bien, on pourrait atteindre 20 mètres d'élévation du niveau de la mer. Alors, c'est là où on voit l'intérêt d'un scénario 1.5. L'élévation du niveau de la mer à très long terme serait limitée à 2-3 mètres. C'est complètement différent. Alors, vous allez me dire pourquoi vous parlez de ce qui se passera dans 500 ans. Bien, tout simplement parce que c'est maintenant qu'on en décide. Ce sont vraiment les émissions des prochaines décennies qui vont décider du rythme d'élévation du niveau de la mer au cours des prochains siècles, voire des 2 prochains millénaires. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Donc, c'est pour cela que, enfin, disons, à long terme, à moyen et à long terme, c'est vraiment une conséquence très importante. Et personne ne l'arrêtera.
Cette idée qu'on pourra arrêter, non, personne ne saura arrêter l'élévation du niveau de la mer. Voilà, des conséquences sur la santé. Disons par exemple, le nombre de décès qui est à peu près en moyenne 3000 morts chaque année liés aux événements climatiques extrêmes en Europe pourrait être multiplié par 30 ou 40. Actuellement, c'est un Européen sur 20 qui en moyenne fait face à un événement climatique extrême chaque année. Ce serait 2 Européens sur 3. Donc je vais arrêter de vous parler d'un climat à plus, disons, à plus 3, plus 4 degrés. Bon, pour conclure que ne rien faire n'est pas ce qu'il faut faire. Ce n'est pas une solution. C'est très clair. Et ça, on le sait. On le sait depuis, en fait, donc le premier rapport du GIEC, c'est 90. Donc dans la foulée, finalement, il y a le sommet de la Terre de Rio et donc la signature de 3 conventions, celle sur le climat, celle sur la biodiversité et celle sur la désertification. Celle sur le climat, c'est une convention de bon sens. On dit tout simplement qu'il faut arrêter, disons, il faut stabiliser l'effet de serre. Donc ça veut dire qu'il faut diminuer les émissions, puisqu'on sait que les puits sont beaucoup moins importants, de façon à éviter toute conséquence dangereuse sur le système climatique. Voilà, donc cette convention climat, elle se réunit pour la première fois à Berlin. C'est la première COP. La troisième, c'est celle de Kyoto. Alors il y en a 3 qui sont importantes, celles où il y a eu des accords, Kyoto, Copenhague et Paris. Alors, moi, j'ai eu la chance d'y assister depuis 2001 à toutes les COP. Là, je reviens de Glasgow le week-end dernier. C'est vrai que ça a été assez intéressant d'être à la fois du côté du GIEC pendant une vingtaine d'années et du côté aussi je n'étais pas négociateur. J'ai accompagné la délégation française comme expert, justement, scientifique. Voilà, alors, dès la première COP, c'est intéressant, dès Kyoto, cette idée qu'il faut diminuer les émissions, eh bien, c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre à Kyoto. Disons, les pays développés sont invités à diminuer leurs émissions de l'ordre de 5% sur la période 2008-2012 par rapport à 90. Pourquoi l'échec de Kyoto? 2 raisons. L'élection de George Bush, c'est très clair, c'est-à-dire que les États-Unis ne ratifient pas le protocole de Kyoto, s'en écartent, disons, voilà, pendant 8 ans jusqu'à Obama. Et on a revécu ça avec Donald Trump. Voilà, donc, et puis au fait, personne n'avait envisagé ce qui s'est passé en Chine, c'est-à-dire qu'en Chine, dans les années 2000, les émissions ont pratiquement pas loin d'être multipliées par 3. Donc de façon, voilà, c'était vraiment le boom de la production en Chine. Donc on arrive, le second accord, c'est Copenhague. Là, c'est vraiment l'échec. Donc l'objectif, c'était d'avoir une seconde phase du protocole de Kyoto, en gros, sur la période 2013-2020. Et sur cette période, il n'y a pratiquement que l'Europe qui s'est engagée, et qui a diminué de 20%, comme prévu, un peu plus, ses émissions. Voilà. Et puis arrive l'accord de Paris, donc on est en 2015. Et l'accord de Paris, donc la Convention climat, en gros les Nations Unies, la Convention climat est sous l'égide des Nations Unies. Donc, les Nations Unies comprennent, la Convention comprend que, disons, essayer de fixer des objectifs pour les pays développés, ce qui a été fait à Kyoto et à Copenhague, ne marche pas. Et donc, en gros, on change le fusil d'épaule et on va demander aux pays ce qu'ils peuvent faire pour lutter contre le réchauffement climatique et s'y adapter. On va parler d'engagement, plutôt que d'essayer de leur fixer des objectifs. Et il y a un autre point essentiel, évidemment, qui est que, et ça avait déjà été évoqué à Copenhague, mais c'est formalisé à Paris, eh bien, on passe d'un accord qualitatif, stabiliser l'effet de serre, sans objectif chiffré, à un accord avec un objectif chiffré, limiter le réchauffement climatique à 2 degrés par rapport au pré-industriel, si possible 1,5 degré. Donc, en fait, c'est essentiel, ce changement. Bon, donc, quelle est l'idée du législateur? Ou en tout cas, c'est que, eh bien, en gros, il faut quand même prendre des mesures pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au réchauffement climatique, au moins pour l'essentiel. C'est bien ça qui est derrière. Donc, disons que toutes les études montrent que, eh bien, au-delà de 2 degrés, déjà 1,5 degré, j'y reviendrai, plus on s'éloigne d'1,5 degré, plus c'est difficile. Alors, les engagements de l'accord de Paris, ça commence en 2021. Disons que l'accord de Paris
même s'il est discuté en 2015, sa mise en œuvre, c'était après 2020. Il faut bien, donc on est là à la première année d'application de l'accord de Paris. Donc, mais évidemment, ça n'a pas, ça n'a pas été suffisamment ambitieux, puisqu'il n'y a aucune raison d'ailleurs que les engagements soient à la hauteur des objectifs. C'était traité de façon complètement indépendante. L'intérêt, c'est que c'est ce qui a fait le succès de l'accord de Paris, son universalité. Donc, c'est intéressant. Tous les pays l'ont ratifié. Donc, les États-Unis sont revenus. Même la Turquie, qui n'avait pas ratifié, vient de le ratifier. Il y a pratiquement plus que 2 ou 3 pays qui ne l'ont pas ratifié. Donc, c'est important. Mais il y a ce fossé entre les objectifs, moi j'y adhère vraiment complètement, et les engagements. Et en fait, avec les engagements pris actuellement, ça nous met sur une trajectoire entre 3 et 3,5 degrés, qui est beaucoup trop par rapport au réchauffement climatique. Donc entre 3 et 3,5 degrés. Et voilà, donc voilà ce qu'il faudrait faire. Je vous montre un climat à 2 degrés. Donc on voit bien que c'est différent en termes de couleur par rapport à 4 degrés. 1,5 degré, ce n'est pas très différent. Mais il y a eu quelque chose d'essentiel, c'est le rapport 1,5 en 2018 qui nous dit qu'un demi-degré, ça compte. Voilà, que chaque décision compte, chaque année compte. Voilà. Et pourquoi ? Eh bien, par exemple, à 2 degrés, les événements extrêmes sont plus fréquents, plus violents. La perte de biodiversité est également plus importante. Par exemple, au-delà de 2 degrés, pratiquement, il n'y aura pas de récif corallien qui ne serait pas affecté par du blanchiment. Bon, il y a peut-être des capacités d'adaptation, mais voilà. Tandis qu'à 1,5 degré, on pourrait espérer en préserver complètement au moins un quart. La productivité agricole, la productivité halieutique sont moins affectés à 1,5 degré qu'à 2 degrés. L'élévation du niveau de la mer, c'est 10 millions d'habitants de moins à la fin du siècle à 2 degrés qui doivent déménager de l'endroit où ils vivent à 2 degrés qu'à 1,5 degré. Donc, c'est important, ce rapport 1,5. Et ça a joué d'ailleurs un rôle important, j'y reviendrai, donc à la conférence de Glasgow. Donc, ce qui est important maintenant, donc que veut dire 1,5, que veut dire 2 degrés 1,5, eh bien, c'est le scénario le plus ambitieux, et donc on aurait toutes les raisons de vouloir suivre. Et donc ça demande, vous voyez, neutralité carbone, enfin disons 0 CO2 en 2050. Vous voyez, donc 2050, la courbe bleu clair. Donc la courbe, le scénario 2,6, c'est pratiquement un scénario 2 degrés. Donc on pourrait se contenter d'une neutralité carbone en 2070, mais il faut aussi diminuer les émissions des autres gaz à effet de serre. Ça, c'est important. Donc, disons, on s'y prend vraiment tard, parce que quand on parle de neutralité carbone en 2050, c'est dans moins de 50 ans. Et donc, c'est dans ce cadre que s'est passé, donc là, que s'est déroulée la COP 26. Donc, il y a eu aussi un arrêt pour l'an dernier. Donc, il y a eu quelques résultats intéressants, parce que c'est bien ça l'objet de la présentation. Alors, voilà. Donc, je pense que le premier point, c'est la confiance vis-à-vis du diagnostic du GIEC. En fait, le résultat, c'est que le vocabulaire a complètement changé. À Paris, on ne parlait pratiquement que des 2 degrés, bien en deçà de 2 degrés, et ça a été complètement abandonné, ce vocabulaire, à Glasgow. C'est-à-dire qu'on ne parle plus que d'1,5 degré. Cette neutralité carbone à horizon 2050 n'était pas inscrite dans l'accord de Paris. Elle a été formalisée en 2018 dans le rapport 1,5 et d'ores et déjà, alors dans leurs objectifs, pas dans la réalité, il y a 80 pays qui ont affiché neutralité carbone à horizon 2050, y compris la France. Donc l'Europe, la France, les États-Unis, et puis vous voyez donc la Chine 2060, 2070 pour l'Inde, je crois pour l'Arabie Saoudite. Donc disons c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que les décideurs politiques qui se retrouvent dans la Convention climat, finalement, s'appuient réellement sur le rapport du GIEC dans les textes. Malheureusement, ils ne s'y appuient pas dans la réalité. Voilà, donc il y a aussi des accords sectoriels intéressants sur la diminution des concentrations en méthane de 30% d'ici 2030, si possible largement en essayant de limiter les fuites. Dans le transport, la fin des véhicules thermiques, dans les fossiles. Voilà, donc c'est tout cela, même s'il y a eu
pour ceux qui ont suivi, vous avez vu Alok Sharma qui regrettait vraiment la décision de dernière minute de la Chine et de l'Inde de ne pas accepter cet objectif d'élimination des combustibles fossiles, mais simplement de diminution. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne se soit rien produit. Par exemple aussi, de façon assez importante, la finalisation des règles de l'accord de Paris, ça s'est concrétisé à Glasgow. Ce n'était pas le cas, par exemple, sur les crédits carbone, sur ce qu'on appelle le fameux article 6. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé, mais où en sommes-nous? Eh bien, évidemment, il y avait un double objectif qui était, remonter l'ambition. Et en fait, il y a eu l'ambition est un peu, par exemple, l'Europe, je cite, est passée de moins 40% en 2030 à un affichage à moins 55% en 2030. Donc, c'est aussi, beaucoup plus ambitieux. Mais, donc, globalement, ça nous met sur une trajectoire plutôt un peu inférieure à 3 degrés. Mais, en fait, quand même, les émissions vont augmenter de 14% telles qu'elles sont envisagées d'ici 2030, alors qu'il faudrait, pour avoir des chances de rester sur une trajectoire 1,5 degré, qu'elles diminuent de 45%. Donc en gros, on aura 2 fois trop d'émissions en 2030 par rapport à l'objectif 1,5 degré. Et comme cet objectif 1,5 degré, il est complètement associé à la quantité cumulée de CO2, eh bien en 2030, on aura déjà émis tout le CO2 qu'on a le droit d'émettre pour ne pas dépasser 1,5 dans le long terme. Donc on voit bien, donc tout ce qui sera après s'ajoutera et nous fera aller au-delà de 1,5. Et même, disons que évidemment les 2,7 dont on parle, ou les 3 degrés un peu moins, c'est en faisant des hypothèses sur l'après 2030. Donc voilà. Et surtout, le deuxième point, et qui est pour moi aussi important, c'est l'absence de solidarité Nord-Sud. Donc les pays développés s'étaient engagés à mettre à disposition des pays en voie de développement 100 milliards d'euros à partir de 2020. Et on n'a pas été capable de le faire collectivement. C'est extrêmement regrettable et ça a mis, vraiment une morosité dans un manque de dynamisme dans cette conférence climat de Glasgow qui est largement liée à notre... Il n'y a plus de confiance entre pays riches et pays pauvres et ça, c'est extrêmement regrettable parce que tout le monde est concerné. Alors, bon, je vais terminer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, pour réfléchir à tout cela, eh bien, c'est bon de savoir en France. Voilà les chiffres pour la France. On classe en 6 secteurs. Ça reste les transports augmentent toujours. L'industrie, dans les transports autour de 30%, 3 autour de 20%. L'industrie, l'agriculture et l'habitat. Et puis l'énergie à 10% et les déchets. Donc, il y a une importance de l'échelle régionale. Bien sûr, les solutions, quand on va parler d'habitat, de mobilité, c'est largement dans les régions aussi qu'il faut y penser. L'adaptation, c'est aussi bien sûr à caractère régional. Alors, qu'a-t-on fait en France? Alors, on a des lois ambitieuses. Donc, voilà, la dernière loi, la loi de 2021, climat résilience, affiche neutralité carbone. Alors, c'était déjà affiché dans la loi de 2019, neutralité carbone en 2050. Mais malheureusement, cette loi devait s'appuyer sur les recommandations des 150 citoyens. Donc moi, j'ai eu la chance de participer à cette convention citoyenne pour le climat. Et donc, en fait, il y a moins de 20% des propositions qui ont été prises en compte dans la loi. Et visiblement, on est loin du compte en termes de trajectoire. Donc, voilà, on peut parler de mix énergétique. Pour ceux qui s'y intéressent, je vous invite à regarder le rapport RTE. L'efficacité énergétique, c'est important. La sobriété, l'efficacité, c'est faire les mêmes choses avec moins d'énergie, c'est bien. La sobriété, c'est faire attention à ce qu'on fait. C'est plus important, je crois. La solidarité, j'ai déjà dit qu'elle manquait. S'il n'y a pas de solidarité entre les populations, on n'y arrivera pas. Entre les pays, entre les secteurs d'activité. Les investissements, et moi je suis aussi pour la recherche, l'innovation, mais celle-ci doit être évaluée par rapport à sa capacité à s'inscrire dans cet objectif de neutralité carbone, donc au moins à l'adaptation. Voilà, et l'éducation, donc c'est très important actuellement. Je crois que ma principale occupation, c'est je préside un groupe de travail auprès de Frédéric Vidal sur l'enseignement de la transition écologique dans le supérieur.
Donc voilà, on a déjà travaillé sur le primaire, sur le secondaire, mais pour le moment, le supérieur est à la traîne et donc nous avons un rapport, nous aurons des recommandations. Donc ça, c'est... Alors comment on fait en France? En France, on a une stratégie nationale bas carbone, hein, donc on retrouve ces termes sobriété, efficace. Ça, c'est sur le site du ministère. Vous voyez que le terme de sobriété y est bien inscrit. D'efficacité énergétique, bien sûr, zéro énergie fossile à horizon 2050. Donc là, le rapport RTE nous parle de l'électricité, mais il y a aussi chaleur renouvelable et biomasse qui sont importantes. Voilà, donc tout ce qui concerne aussi l'agriculture. Et puis, les puits de carbone, hein, il faut les préserver et, si possible, les augmenter. Hein, dans la stratégie nationale bas carbone, eh bien, en France, disons, pour atteindre zéro carbone, enfin, disons, neutralité carbone en 2050, c'est un peu tiré par les cheveux, on compte sur une augmentation de 50% du puits territorial. Hein, c'est loin d'être gagné, hein, mais c'est ce qui est inscrit dans cette stratégie nationale bas carbone. Donc, vous voyez, dans cette stratégie nationale bas carbone, à horizon 2050, c'est vraiment zéro émission dans la production d'énergie, dans le transport et dans le bâtiment. Hein, c'est ce qui est affiché. Voilà, donc les divisions par 2 des émissions liées à l'agriculture, on ne peut pas les éliminer complètement. Voilà un peu ce qu'il faudrait faire, vraiment, mais nous n'en prenons pas le chemin. D'autant plus qu'en France, on est effectivement, comme beaucoup d'autres pays, on est un peu, je ne dirais pas tricheur, mais on cache une partie de la vérité. La vérité est effectivement que les émissions sur le territoire national, c'est ce qui est pris en compte dans par la Convention climat, donc c'est normal que ce soit ce qu'un pays mette en avant. Vous voyez, ça a passé de 9,2 à 6,9, ça a effectivement diminué depuis 1995, donc les émissions sur le territoire national. On a tenu là aussi notre engagement, diminué de 20% en 2020 par rapport à 90, mais quand on parle si on tient compte des importations et des exportations, eh bien, on parle là d'empreinte carbone, eh bien, cette empreinte carbone a augmenté sur la même période. C'est-à-dire que, disons, les efforts qu'on a faits sur le territoire national sont complètement annihilés en termes de bilan carbone par les importations et les exportations. Donc, c'est vraiment très important. Donc, alors, des recommandations, alors je n'irai pas dans le détail parce que j'ai promis pas dépasser 6 heures, mais moi je vous invite vraiment, c'est très riche, donc à aller voir ces recommandations des citoyens. Donc c'est très riche et voilà, donc sur ces thèmes, se déplacer, se loger, se nourrir, c'est vraiment notre vie de tous les jours et en France c'est plus de la moitié des émissions. Donc les petits gestes comptent. Bien sûr, il faut aussi des grands gestes, des isolations de bâtiments, mais bon, il faut aussi des petits gestes, il faut aussi des transports en commun. C'est tout cela qu'il faut mettre en place. Voilà, je vous invite à aller voir ça. Donc, c'est des recommandations. Alors, moi, j'ai l'espoir que la France en soit à la hauteur, mais les 55% en 2030, c'est loin d'être gagné, donc pour l'Europe. Et pourtant, d'un point de vue climatique, c'est ce qu'il faut mettre en œuvre si on veut vraiment que les jeunes d'aujourd'hui puissent, sans trop de difficultés, s'adapter au réchauffement climatique. Nous le redisons, à mesure que ce réchauffement s'éloigne de 1,5 degré, et il ne faut pas rêver, on s'éloignera de 1,5 degré, mais il faut s'en éloigner le moins loin possible, si possible de très peu à long terme, mais c'est difficile. C'est un changement complet de mode de fonctionnement de nos sociétés, c'est très clair. Et c'est pourtant absolument indispensable si on veut que les jeunes d'aujourd'hui, en France, mais aussi sur l'ensemble de la planète, puissent s'y adapter sans trop de difficultés. Et pour l'essentiel, parce que par exemple, l'élévation du niveau de la mer est quelque chose d'ores et déjà d'inéluctable. Comme le réchauffement d'ailleurs. On sait qu'on atteindra probablement 2 degrés d'ici 2050. Donc, on peut espérer peut-être un retour à 1,5 degré dans le long terme, dans le meilleur des cas, mais il y a de fortes chances que ça continue à augmenter dans la deuxième partie de ce siècle. Donc voilà où nous en sommes, et merci de m'avoir écouté. Voilà, je crois que j'arrête là.